Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Alors, ceux qui veulent faire la politique de l'autruche, où ils profitent, ils peuvent ne pas vouloir voir la crise. Mais tout le monde sait que le Togo est en crise. À l'extérieur, on sait que le Togo est en crise. La réalité, c'est que nous avons là un gouvernement, la composition a été rendue publique il y a quelque temps, un gouvernement de 35 personnalités. Vous avez sans doute regardé un peu cette liste et qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle vous parle, cette liste? Moi, j'ai été un peu attristé par ce qui se passe. D'abord, quand le gouvernement est sorti, je me suis dit, tout ça pour ça? Tout ça là que les gens attendaient pour cette grande, je sais pas, ce grand rien du tout? C'est ce que je me suis dit. Parce que d'abord, de l'élection à la nomination du Premier ministre, vous savez ce que ça a duré. De la nomination du Premier ministre à la formation du gouvernement, vous savez ce que ça a duré. S'il s'agissait de prendre les mêmes et de continuer, mais pourquoi le pays devait rester gouverné sous eux-mêmes, ils ont appelé comment ils ont appelé ça? Gestion des affaires courantes. Gestion des affaires courantes, où il y avait des textes qui sortaient qui disent tel ministre ne doit pas faire ça, c'est son secrétaire général qui doit le faire, etc. Pendant tout ce temps-là. Pour ça, vous-même, vous n'avez pas vu que c'est tout ça pour ça. Et puis, mais je comprends pas. Moi, je suis en total désaccord avec ce qui se fait sous forme de partage de gâteaux ou comme un butin qu'on a gagné et qu'on partage entre amis. Qu'allons-nous faire au Togo avec 35 ministres? Il y a des pays qui ont 50 millions d'habitants, 60 millions d'habitants, 80 millions d'habitants et qui ont un gouvernement de 30 membres. Alors, pourquoi 35 ministres? On distribue comme c'est un gâteau qu'on distribue à des courtisans. Pourquoi le Togo? Et on paye avec l'argent du contribuable togolais. Les contribuables togolais ont dit, oui, voilà, nous souffrons, c'est comme ça qu'il faut utiliser notre argent. Vous savez, quand vous prenez ce gouvernement, vous avez 35 portefeuilles ministériels, comme vous-même vous l'avez dit. Il y a un ministère qui est réservé, qui sera transformé en haut commissariat au tourisme. Ça a été dit. Ça fait 36. Il y a 3 portefeuilles régaliens qui ne sont pas attribués, notamment l'armée, notamment les transports et notamment le plan, qui ne sont pas attribués. Si ces ministères a été attribué ou les secrétaires généraux qui vont les gérer, ça fait déjà plus 36, ça fait 39. En dehors de ça, vous avez 6 gouverneurs qui ont peut-être rang de secrétaire d'État, dont le gouverneur du Grand Lomé qui a rang de ministre. C'est un ministre-gouverneur. Donc les 6 plus les 39, ça fait 45. En allant, il y a un ministre secrétaire général du gouvernement. Ça fait combien? 46. Il y a un ministre secrétaire général de la présidence de la République. Ça fait 47. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Et puis, non, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans ces derniers temps, mais vous ne voyez pas que c'est coûteux et que le Togo, dans la misère où elle est actuellement, ne peut pas se permettre ça? Mais si nous fait, vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que vous acceptez ça, vous buvez ça comme de l'eau potable, propre. Mais ceux qui l'ont fait, est-ce que c'est pas pour satisfaire des besoins qui sont des besoins réels pour le Togo? Des besoins de quoi? Que les autres n'ont pas satisfait dans des pays où ils ont 50 millions d'habitants. Oui, en fait, le Togo est différent quand même. Vous savez, le Togo n'est pas les autres pays. Le Togo est différent qu'avec un nombre plus limité d'habitants, on a beaucoup plus d'institutions, beaucoup plus de postes, alors qu'on n'a pas d'argent. Et les autres sont différents parce qu'ils ont plus, mais ils savent réduire le train de vie de l'État et faire donner à leur population. Pendant ce temps, nous allons chez les autres pour demander de l'aide et on juge ça logique parce qu'on va dire que le Togo est différent. En quoi les États qu'on construit ne sont pas des États de la même façon? On copie la Constitution quelque part et on vient dire que le Togo est différent. Non, mais pour la bourse des Togolais, pour la misère que vivent les Togolais aujourd'hui, est-ce que c'est logique? Est-ce que vous comprenez dans la tête que
l'argent du contribuable togolais puisse supporter à ce qu'on distribue des ministères comme ça, qui à la fin ne construisent même pas le pays. On ne voit rien se développer, qui ne font rien. Ce que vous dites là rejoint un peu une déclaration venant d'un certain nombre de partis, notamment ADI, qui parle de gouvernement budgétivore. C'est vrai qu'on a un gouvernement avec plusieurs ministres, avec une ouverture vers l'opposition. C'est comme ça que c'est décrit. Il y a quelques personnalités issues des partis se réclamant de l'opposition, et sur cette ouverture-là, quelle est votre appréciation? Moi, je ne vois pas un gouvernement d'ouverture. Hein. Je ne sais pas qui... Un gouvernement d'ouverture, c'est lorsqu'il y a des forces politiques dans un pays et que lorsqu'on constitue le gouvernement, on consulte les forces politiques dont certains acceptent de s'associer au parti principal qui a à la manœuvre du gouvernement et de gouverner ensemble. Alors, je ne sais pas de quelle force politique vous savez. Moi, je vois ce gouvernement-là. Les forces que je connais sont, à part peut-être un député de l'UFC, qui est en accord avec Unir depuis. Tout le reste que je vois, c'est des gens qui sont soit au niveau du pouvoir ou qui ont été créés par le pouvoir. Je sais pas, Bâtir, depuis que Bâtir est créé en tant qu'organisation, on le sait, moi, les membres qui sont là, c'est dans les escarcelles du pouvoir. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez ouverture. J'ai lu dans la déclaration de la politique générale du gouvernement, et c'est mentionné, là, qu'il y a une ouverture. Maintenant, vous ne l'appréciez pas de la même façon. Ils disent autre chose, vous les imaginez dire autre chose? Vous les connaissez autrement? Il y a quand même une présence. Est-ce que vous les connaissez autrement? Il y a quand même une présence sur cette liste qui a fait beaucoup parler. C'est celle de Kwabi Gomado, qui est maire de Golfe 1, cadre du parti politique de l'ANC. Il a d'ailleurs été exclu de ce parti depuis jeudi. Quel est votre commentaire sur cette situation précise? Moi, je ne parle pas souvent des hommes, vous savez. C'est ce qu'on m'a appris, hein, c'est ce que mon mentor... lui-même, c'est ce qu'il est, Maître Abouibo, je voulais dire. C'est ce qui m'a appris. Je ne parle pas souvent des hommes. Je parle souvent d'un principe. Et sur la base des principes, vous savez, quand vous avez un parti, vous avez des militants qui vous entourent, qui font le travail avec vous, parce que vous seul, vous ne pouvez rien faire. Et vous avez des votants qui sont là. Donc, à partir du moment où vous êtes un parti de la minorité, vous êtes un parti d'opposition, et que vous avez des militants, vous avez des hommes autour de vous, de l'opposition, qui ont travaillé à ce que vous soyez au niveau de la classe politique, ce que vous êtes. Le jour où vous avez envie de faire le contraire de ceux qui vous ont entouré, vous devez leur dire, vous devez quitter là-bas et vous avez la liberté d'y aller. C'est comme ça je connais. Ce n'est pas que dans la formation de plusieurs des gouvernements que on n'a pas essayé de démarcher, de débaucher des gens du CAR. Vous savez, le CAR a subi ça parce que dans les années 80, 91, 92, 94, 96, le CAR a été celui qui a été en avance au niveau de l'opposition sur les élections. Et nous avons subi ça. Vous vous souvenez des gens qui ont été débauchés dans nos rangs pour être ministres. Vous vous souvenez des gens qui ont été débauchés dans nos rangs à l'Assemblée et qui, indirectement, votent avec le pouvoir sans que nous ne sachions. Mais après, c'est la nature qui a réglé, parce que vous savez comment ces gens-là ont fini. Ces gens qui ont reçu des dizaines de millions. Donc, sur les principes... Mais pour la jeune génération, ils ont fini comment? Ah, je ne veux pas, pour le bien de ces gens de famille, je n'ai pas envie de citer des noms ici, mais de toutes les façons, la nature règle ces choses. Que vous vous soyez comporté bien, que vous vous soyez comporté de manière décente ou non, la nature règle ces choses. Une question, attendez. Oui, en politique, est-ce qu'il y a une décence? Il n'y a pas autre chose que de la décence en politique. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que la politique, c'est de s'occuper du peuple, des affaires du peuple. Et pour moi, je ne comprends pas comment on dit politique, des politiciens, c'est des policiers. On est en politique. Ça veut dire que lorsqu'on est en politique, on ne peut faire que des entourloupettes, on ne peut faire que... Non. Moi, s'il y a une matière dans laquelle on doit avoir de la vertu, pour moi, c'est en politique. Vous savez, vous voyez la politique au niveau des États-Unis. Vous voyez les questions qui amènent les impeachments des présidents au niveau des États-Unis. C'est-à-dire que chez eux, le politicien, c'est quelqu'un qui ne doit pas mentir. Celui qui ment, on ne peut pas mettre la destinée de tout un peuple dans ses mains pour pouvoir le gouverner. Non, mais en fait, ce que vous dites là, est-ce que c'est pas
est-ce que c'est pas oui, trop idéaliste? Puisque quand vous regardez Donald Trump, oui, un personnage comme lui a été chef d'État des États-Unis et il est en passe de redevenir peut-être chef d'État à partir de novembre. Oui, mais et pourtant, on lui colle un certain nombre de casseroles. Oui, mais oui, tout le monde dit qu'il ment. Mais on le préfère. Combien de procédures contre lui à la justice? Mais il est toujours là. Oui, il est là, mais combien de procédures contre lui à la justice? C'est pour ça que je dis que si la donne fondamentale n'est pas la vertu, on ne peut pas poursuivre des gens pour ce qu'ils sont en train de faire. Donc, en principe, la donne fondamentale, c'est la vertu. Maintenant que des gens arrivent à voter parce qu'on les caresse dans le sens du poil ou parce que on crée une émotion, tout simplement parce qu'on dit il faut renvoyer les étrangers. Et pour ça, on le vote. Que des gens aient dit, par exemple, que la Shoah est un détail de l'histoire, mais parce qu'ils disent qu'il faut renvoyer tous les étrangers, on continue de les voter. Ça, c'est les élans des peuples. Mais c'est différent des vertus fondamentales. Toi qui es politique, tu ne peux pas aller dire que non, la politique, c'est l'art de pouvoir mieux flouer les gens et qu'il n'y a pas de décence en politique. Mais quand vous regardez... Moi, je vois pas les choses. Mais est-ce que c'est pas seulement votre définition, ça? Quand vous regardez un président comme Emmanuel Macron, vu ce qui se passe en France depuis 1 mois et demi, on peut se poser des questions sur ce que vous appelez la décence en politique? Oui, mais naturellement. C'est naturellement. Et c'est là où la question se pose. C'est là où la question se pose. C'est pour ça que ces genres de personnalités, ils dénaturent la politique. Voilà un peu. Mais pourquoi vous prenez seulement l'exemple de Macron? Il y a eu des pays comme... C'est les grands pays quand même. Quand on ne parle pas de démocratie. Oui, mais il y a eu des pays comme l'Allemagne, Angela Merkel, Helmut Kohl. Il a démissionné parce qu'il a commis une toute petite faute. Parce qu'il a commis une toute petite faute dans d'autres fonctions. Ces genres de fautes se commettent dans nos pays mais tous les jours. Mais les gens sont toujours ministres. Mais pourtant, il est parti. Pourquoi vous ne prenez pas les bons exemples? Et que c'est les quelques exemples d'un certain nombre de pays où la chose est même critiquée, où nous ne voulons même plus ressembler que vous prenez comme exemple. C'est-à-dire que le mauvais exemple doit confirmer que la politique c'est une mauvaise chose, il n'y a pas de décence. Non, je ne suis pas dans cette... On parle du gouvernement togolais, vous avez dit dans votre analyse qu'il y a des personnalités qui sont là depuis des années, vous avez dit qu'il n'y a pas de vertu, et vous posez un certain nombre de questions. Est-ce qu'au final, comme quelqu'un l'a dit il y a 8 jours ici, vous pensez que ce gouvernement va vers un échec? Moi, quand on lit le Togo sur toutes ces dernières dizaines d'années, on voit que rien n'est fait. Alors je ne considère pas que c'est un gouvernement qui est là pour 8 mois qui va faire quelque chose. Donc la question est peut-être un peu superfétatoire parce que c'est comme si vous nous demandez est-ce qu'en 8 mois ils vont réaliser ce qu'ils n'ont pas pu faire en 19 années. Et la réponse est naturellement non. Vous savez très bien que vous croyez qu'ils peuvent le faire en 8 mois? Vous savez très bien que pour les 8 mois ou pour l'année, c'est de mettre en place les institutions pour la transition, pour passer à la 5e République. C'est de cela qu'il s'agit essentiellement. C'est sans doute pas pour refaire totalement le Togo. Ah oui, ça, vous le savez. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'ils promettent dans le programme de gouvernement alors? Quand ils sont allés au niveau du programme de gouvernement à dire que ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont faire ça, alors que leur rôle c'est juste comme vous le dites, de mettre en place des supposées constitutions ou bien des supposées institutions d'une prétendue 5e République. Alors, non, c'est-à-dire que l'essentiel, revenons encore aux fondamentaux, l'essentiel c'est que ce gouvernement pléthorique, coûteux, qu'on met en place, en ce moment précis, au Togo, où les populations sont dans la misère, c'est malheureux. C'est malheureux qu'on puisse conduire des hommes comme ça, avec des gouverneurs qu'on nomme en plus. Et on dit qu'on va vers une 5e République et ils ont donné l'exemple, par exemple, de l'Allemagne, etc. Les pays dont ils ont l'exemple, où il y a des gouvernements régionaux, ces pays ont 15 ou 17 ministres. Allez demander combien de ministres il y a en Allemagne. Il y en a combien? Mais comment il y en a 15 actuellement. Mais comment on dit, on prend exemple sur un truc et on fait le contraire de ce qui se passe là-bas? Moi, je considère que, surtout, si nous acceptons la gouvernance des régions, ça devait réduire le gouvernement. 17, au pire des cas, 23 ministres auraient suffi pour le Togo, auxquels on ajoute les gouverneurs, les gouverneurs des régions. Pour moi-même, les gouverneurs de région ne peuvent pas être nommés. Ce bicéphalisme organisé à la tête de toutes nos institutions-là, je considère que
ça ne peut pas aider le Togo. Parce qu'au niveau des régions, vous avez le gouverneur de région et vous avez le président de la région. Mais pourquoi? Pourquoi ce bicéphalisme à la tête? Le gouverneur bouffe de l'argent, des véhicules de fonction, etc. Le président de région aussi bouffe de l'argent pour faire quoi? En réalité, je ne comprends pas. Le Togo, ils ont mis en place une structure, un état de structure monstrueuse qui n'a aucun sens. Parce que pour moi, ce qu'ils ont décidé avant leur 5e République là, voulait qu'on ait un état décentralisé à 2 niveaux. La commune et la région. Et qu'on ait un état déconcentré à 2 niveaux, le gouvernement et les préfets. Alors, je ne sais pas le rôle que viennent jouer les gouverneurs. Parce que dans la plupart des pays, les gouverneurs sont élus. Ils ont parlé de la Côte d'Ivoire eux-mêmes dans leur débat. Dans la Côte d'Ivoire est subdivisée en districts. Et les districts sont gouvernés par des ministres gouverneurs qui sont élus. Bon, alors, je ne comprends pas le schéma qu'ils ont envie de faire ici. Ils sont élus par le peuple ou sont élus par la population? Ils sont élus par les populations. Ça veut dire qu'on élit un conseil et le conseil élit le gouverneur. Tout comme c'est dans les autres pays. Vous élisez un conseil comme on élit un conseil municipal et le conseil municipal élit le maire. Vous élisez un conseil comme on a élu les conseillers régionaux. Et le conseil régional élit pour moi le gouverneur et non le président de région. Pourquoi je dis ça? Ce bicéphalisme va faire des problèmes à la tête des régions. Vous allez voir au niveau des communes qu'il n'y a pas de représentant de l'État au niveau des communes, c'est au niveau des préfectures. C'est-à-dire que le représentant de l'État au niveau de préfecture joue le rôle de contrôle de l'égalité sur 3, 4, 5, 6 et comme à Lomé, 7 communes. Alors, pour nous, le gouverneur des régions doit être un gouverneur élu et le contrôle de l'égalité des gouverneurs, du travail des gouverneurs doit être fait par le gouvernement. Et c'est pour ça qu'il y a le ministre de la décentralisation, qu'il y a le ministre de l'administration territoriale. Mais c'est comme une structure de paresse où certains ont pris des postes avec des moyens, ils n'ont pas envie de travailler et ils lèguent le travail à d'autres personnes. Je ne vois pas. Regardez le cas de Lomé, du Grand Lomé. Je ne sais pas, ça ne vous est pas apparu, mais c'est gravissime ce qui se passe dans le Grand Lomé. Le Grand Lomé est d'abord un district qui a un gouverneur, ministre-gouverneur de district. Le Grand Lomé est encore dans la région maritime, qui va avoir un gouverneur, il l'a déjà, et va avoir un président de région. Est-ce que le Grand Lomé ne va pas avoir une situation spéciale? Eh ben oui! Le Grand Lomé doit avoir une situation spéciale, ça veut dire que c'est un district autonome tout simplement. C'est comme il y a des cantons, et hier on disait qu'il y a un grand village autonome. Le Grand Lomé doit être un district autonome, dont il y a des élus. On peut admettre, parce que c'est un district autonome, que les élus soient des élus indirects. Ça veut dire que les communes élisent les conseillers du Grand Lomé. Et ces conseillers du Grand Lomé élisent leur gouverneur. Mais on accepte que le Grand Lomé soit une structure spéciale. Mais le Grand Lomé ne peut pas être une structure spéciale, mais en même temps, le Grand Lomé fait partie de la région. Alors que le gouverneur de Lomé, du Grand Lomé, est un ministre-gouverneur. Là, et il y a un gouverneur de la région. Qui est le plus élevé sur l'autre? Vous vous posez un certain nombre de questions, sans doute que dans les prochaines émissions ou dans les prochaines semaines, nous aurons des représentants du ministère de l'administration territoriale pour nous éclairer sur les questions que vous posez, que sans doute un certain nombre de Togolais se posent. À partir de cet instant, les Togolais, eux, ils vont vous poser des questions et soumettre éventuellement des préoccupations. Je rappelle que vous êtes conseiller dans la commune de Golfe 5. Vous nous direz aussi un mot de cette commune qui nous abrite. Je rappelle nos numéros 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Le téléphone sonne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, vous allez bien? Oui, très bien. Monsieur Jacques ici, bonjour. Bonjour, Pelé. Du courage. Merci. Ok, tout à l'heure, monsieur Pierrot vous a présenté, ancien secrétaire du CAR et membre de Ne touche pas ma constitution. Je pense que l'ancien secrétaire du CAR, ça fait partie du passé. Ne touche pas ma constitution est le présent. Et s'il n'y en avait pas, ne touche pas ma constitution, que fera monsieur Jacques ici? Monsieur Jacques ici, tout à l'heure, vous étonnez toujours de la gouvernance de ce pays. Mais qu'est-ce que vous allez répondre à des Togolais qui disent que si
nous voyons surtout le Bénin, l'évolution du Bénin, par rapport à 8 ans de gouvernance de Patrice Talon et à 20 ans de président Faure Gnassingbé, et qui même est né dans la présidence de Gnassingbé et Adema. Et il était ministre avant que son papa était mort. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à des Togolais, consciencieusement? Troisième préoccupation, si nous voyons toujours des élections, à chaque élection il y a crise. À chaque élection il y a crise. La dernière élection en 2020, qu'est-ce qui a empêché l'opposition, s'il faut aller à un dialogue sincère avec ce régime, et que vous étiez à la CNAP, mais après que vous avez quitté? Et si on avait fait un dialogue sincère à l'époque, est-ce qu'on arrivera aujourd'hui à une élection en 2024 que des gens boycottent encore l'Assemblée, qui va devenir encore une crise? Est-ce que nous sommes dans une crise actuellement? Merci. Bien, merci. Pélé pour les 3 questions. Oui. Non, alors des réponses simples. Je crois que les données n'ont pas changé. En fait, on ne va pas revenir sur cette histoire-là. Au décès d'Abouibo, lorsque nous sommes allés au Congrès, nous avons mis en place une transition. Et je suis demeuré secrétaire national du Bureau national transitoire du CAR qui est là. Bon, donc voilà, Monsieur Pierrot m'a présenté, mais le problème ne se trouvait pas là. Il ne faut pas jaillir sur ça. Nous croyons même que là où le Togo est, le Togo a besoin d'un bloc démocratique de l'opposition, d'un bloc très fort. Ce n'est pas la question du devenir individuel de chacun de nous qui est important. En tout cas, quand je suis allé dans la diaspora, ça a été le discours de tout le temps. Ça a été les gens de la diaspora nous implorent que nous soyons tous ensemble et que ils soutiennent pour que nous fassions aboutir la lutte. Donc, ce que Jean Kissi n'est pas le plus important dans le combat que nous sommes en train de mener. Merci quand même. Vous avez raison, hein. Moi, je considère que et c'est ça qui attriste un peu. C'est ça qui est triste un peu. Vous savez, malgré ce que le régime est, que nous combattons depuis des décennies, nous aurions été un peu satisfaits si le régime arrivait à travailler, arrivait à construire le Togo, et que on le félicitait partout, même si la démocratie ne se faisait pas. Vous allez dire vous allez pouvoir dire ça, mais il se fait que au Togo, malheureusement, le pays se déconstruit. Le pays se déconstruit totalement. Et vous avez raison qu'il y avait quelques années, je voyais l'euphorie des Béninois quand ils venaient à Lomé. Quand ils venaient sur les plages de Lomé, etc. On savait, c'est pas une insulte, au contraire, que les Béninois étaient même plus heureux de venir à Lomé, faire leurs vacances à Lomé, faire leur week-end à Lomé, que d'aller en Europe. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les Togolais, ils vont au Bénin et ils reviennent et ils disent, ce n'est même pas 8 ans. Il y a déjà 2 ans. Donc, au moment où Talon faisait 6 ans, quand les gens vont à Cotonou, ce qu'ils voient, ils reviennent à Lomé, ils sont tristes de savoir, mais pourquoi nous avons un régime qui dure des décennies et que le Togo est là, voilà quelqu'un qui fait 6 ans et qui a transformé la capitale béninoise comme ça, jusque ce qui est en train de se réaliser vers la grande ville que vous traversez avant d'aller au Bénin, là, Ouida. Voilà, sur la portion Cotonou-Ouida, l'autre portion, pas ce que nous prenons actuellement pour aller à Cotonou, mais ils font une voie reverse qui quitte Fidrosset et qui vient vers là, mais quand vous voyez comment ça se construit, et vous demandez. C'est pas ce qu'ils appellent la route de la pêche? Ah oui, voilà, c'est ça qu'on appelle la route de la pêche. Donc, vous savez, et ça fait de plus en plus mal que la situation soit... Bien, merci. Il y a de plus en plus de Togolais ou d'intervenants qui citent cet exemple du Bénin. Vivement que les choses puissent aussi aller dans le même sens au Togo, pour que les Béninois puissent revenir ici. Il a parlé des élections de 2020. En fait, oui, il a parlé beaucoup plus. Il voulait parler du dialogue. Que s'il y avait eu un dialogue sincère, est-ce qu'on ne serait pas assez avancé? Oui, Pélé, vous avez raison. Vous avez parlé du dialogue, la CNAP, tout à l'heure. Vous savez que chaque fois que la CNAP avait été convoquée, ou le CPC avait été convoqué, nous étions allés au niveau du CAR à la première réunion. Et j'étais même le représentant du CAR en ce moment à la première réunion. À
toutes ces instances, j'ai dit les problèmes que le Togo connaissait et qu'il fallait résoudre pour que les Togolais se retrouvent ensemble et qu'on construise ce pays ensemble. Mais toutes les fois, mes propositions ont été rejetées. On m'a même sermonné. Il y a des sujets, à peine je les évoque, qu'on crie sur moi, on me sermonne. Mais qui vous sermonne? Qui vous sermonne? Mais le ministère, le ministre, des représentants des partis qui sont proches. Je n'ai pas envie de citer des noms. Non, mais en fait, quand vous dites, attendez quand même. Quand vous dites qu'il vous sermonne, vous n'êtes pas un enfant, vous êtes un représentant d'un parti politique qui vous rappelle à l'autre peut-être, mais sermonner. Est-ce qu'on peut vous sermonner là, dans le cadre d'une réunion comme celle qu'on a connue au niveau du CNAP? Oui, mais pourquoi pas? Sermonner? Oui, mais pourquoi pas? Quand vous évoquez un sujet et que la personne, il réagit de manière vive, il interdit, ce n'est pas question d'évoquer ça ici. Est-ce que nous sommes dans une cour de justice ici et que vous dites qu'il faut régler, il faut un règlement de la crise post-électorale, etc. Et la personne, et puis d'autres personnes reprennent la parole et reviennent dessus. Comment vous appelez ça? Non, mais en fait, moi, j'étais pas dans la salle. Ah oui, mais c'est comme ça que j'ai ressenti ça. C'est comme ça que j'ai ressenti ça. Et quand vous ne voulez pas vous lancer dans une querelle, ou vous ne voulez pas que ça explose, vous dites ce que vous avez à dire, vous mettez la main au menton, vous les regardez. Voilà ce que ça a donné. Après, il n'y a jamais eu de dialogue sincère. Mais merci. Après le passage de Pelé qui a posé 3 questions, et nous allons retourner au téléphone avec notre auditeur. Allô, bonjour. On va derrière celui-là qui a patienté, qui sans doute est reparti. On va voir s'il y a un autre. Allô, bonjour. Bonjour Pierrot. Oui, on vous appelle comment? C'est Basile. Oui, Basile, vous êtes à l'antenne. Parlez un peu plus fort, Basile. Oui, qui minait le volume. Parce que j'ai appelé plus de 20 fois avant de... Bon, c'est pas ça. Bon, je vais dire à mon grand frère Jean Kissi, il a dit que Lomé était brisé avec Dakar, il faut qu'il enlève ça de sa tête. Ça, ce sont les soubresauts de la communication, c'est la France qui envoie tout ça là. Lomé n'est jamais comparé à Dakar. Donc il faut qu'il enlève ça rapidement avant que je ne commence par... Basile. Oui. Mais vous avez bien écouté ce qu'il a dit? Oui. Mais c'est pas ce qu'il a... C'est Dakar et Lomé qu'on peut parler. Non, mais en fait, il n'a pas fait une comparaison. Non, moi je ne dis pas qu'il a fait comparaison. Je dis qu'il a dit que avant là, on parle que en matière de développement, c'est Dakar et Lomé qu'on peut parler. Non, c'est comme ça que vous l'avez compris. Non. Ok, ça va, il viendra vous éclairer. C'est mon frère. On va voir votre question, s'il vous plaît. La dernière fois qu'il m'a donné le numéro, je l'ai perdu. Bon, d'accord. Et pour vous, ce qu'il a dit, je suis très fier de lui. Il considère son grand frère, comment il s'est débattu, coréen pour notre avenir, tout ça. Moi-même, je n'y étais pas. Parce que on ne peut pas instrumentaliser les faits traditionnels. Moi, j'étais dans les funérailles, le sport, partout, dans Bati. Tout ça là, je me suis promené un peu partout avec ça. Donc, il faut qu'il sache ça. Il n'a qu'à enlever ça que Lomé... Ok, on a compris, Basile. J'ai compris que Basile, il n'a pas de questions. Mais vous précisez pour que Basile puisse comprendre d'autres également, parce que moi, j'ai bien compris, sans doute que d'autres... Oui, non. Ce que je voulais dire, c'est que avant, en Afrique de l'Ouest, quand les gens venaient, les villes qui étaient des villes douces, quand les étrangers viennent, ils se sentent tellement à l'aise, ils ont envie, c'est Lomé et Dakar. Je ne veux pas dire que Dakar ou Lomé est conçu de la même façon que Dakar. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas... voilà. Mais aujourd'hui, c'est devenu triste que... Mais même en Afrique de l'Ouest, beaucoup ont souvent pensé que Lomé dépassait largement Accra, parce qu'à une certaine époque, on pensait cela. Effectivement. Voilà. Allô? Allô, monsieur Pierrot, bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? Et s'il vous plaît, monsieur Jean Kissi, je vous salue. Quel est votre nom? Merci. C'est Frédéric. Frédéric, on vous écoute. S'il vous plaît, laissez la polémie de divagation. Monsieur Jean Kissi est venu sur l'antenne, c'est pour nous présenter certaines choses. La seule question que je vais poser à monsieur Jean Kissi, il devrait parler du gouvernement de l'âge junior que le gouvernement a fait, le ministre Toméga a fait, en inclusant monsieur Gomado et puis un membre du parti de Bâtir. Et pour lui,
ne sais pas s'il le voit d'un bon côté. Bon, la seule chose que moi je le dis, c'est pour demander à nos frères s'ils auront la main libre, parce que M. Gobando va vraiment travailler dans sa communauté. S'il aura la main libre pour travailler, c'est ça que moi je souhaite. De même que le ministre de Bâtir. Laissez en Polonie des gens qui disent que non, mon frère justifie. Vous savez, dans cette vie, tout ce que vous allez faire, il y aura certains qui vont contester. Vous le faites du bien ou du mal, il y aura des biens et des mal. Allons sur ce chemin. Merci, mon frère. Ok, merci Frédéric. Je crois que quand on est nommé ministre, on ne travaille pas pour sa communauté, on travaille pour le Togo. Je pense que c'est ça. Tout à fait. Ok. Le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour maître. Bonjour mon cher. Bonjour, c'est Rabiou, depuis Pengal, on vous suit sur Facebook. C'est Rabiou. Depuis Pengal, oui, on vous suit sur Facebook. Ok, oui, Rabiou, on vous écoute, c'est bien quand même d'avoir quelqu'un qui nous appelle de Pengal. Il appelle depuis Pengal? Ouais. Hein? Ah, on vous écoute. Merci beaucoup Pierrot. Et maître, ici à Pengal, on a vraiment l'impression que vous, les acteurs politiques, vous ne vous souciez pas de nous. Depuis un temps, on est confronté à un sérieux problème d'insécurité. Mais on ne vous voit pas, on ne voit aucun acteur politique de l'opposition venir. Ne serait-ce que nous dire un seul mot, pour nous dire qu'il y a espoir, pour nous soutenir. Mais c'est quand il s'agit de l'actualité politique qu'on vous voit tous sur le front. Pourquoi c'est comme ça? Merci Pierrot. Merci de nous avoir appelés depuis Pengal, et c'est vrai que grâce à notre diffusion live Facebook, on peut nous regarder un peu partout dans le monde, et là notre ami nous appelle depuis Pengal Suisse, sans préoccupation. Oui, c'est une grande amertume que ce qu'il est en train de dire, parce que alors, lui il est du Pengal, je crois que je suis la personne indiquée à qui il peut parler, parce que sur le flanc de l'opposition au Pengal, il sait le travail que le CAR avec Maître Abouibo avait fait. Beaucoup de maires même du Pengal aujourd'hui qui sont devenus maires, qui ont été députés entre temps, étaient tous du CAR et qui ont quitté le CAR pour aller vers Unir, parce que voilà, là c'était plus il connaît les noms, il connaît tous les noms que je peux citer. Mais malheureusement, il a raison sur une chose, c'est que depuis un certain nombre d'années, accentué depuis 2020, il est devenu difficile d'aller sur le terrain et de faire des meetings. Il y a des interdictions à tout moment. Même dans nos régions ici qui sont proches, Vaughan, etc. là, avant que la DMK ne puisse faire un meeting à Vaughan ici, là, je ne sais pas, il y a 2 ans, ou je ne sais pas quoi, ça a été la croix et la bannière. Donc, il fut arrivé un moment, le Togo était un pays où seule une entité avait le droit de faire ses activités partout, et les autres, on leur mettait des blocages partout pour pouvoir faire leurs activités. Alors que c'est ensemble que nous pouvons sensibiliser les populations. En fait, sur les affaires qui nous arrivent, pour pouvoir réussir, il y a des affaires sur lesquelles il peut avoir une unité nationale. Mais dans ce sens aussi, il faut accepter que les Togolais aillent partout, que nous de la minorité, que nous de l'opposition, comme les gens du pouvoir, qu'on accepte que sur le champ de bataille de la savane, que nous allions tous, que nous parlions aux populations et que nous disions que sur ces questions-là, je crois que nous avons besoin de nous sauver tous ensemble. Mais quand bien même dans cette situation qui nous frappe, on nous interdit, chaque fois que vous voulez organiser un meeting, on bloque, on trouve des arguments pour dire que vous n'avez pas le droit de faire, etc. C'est vrai que c'est difficile que nous allions sur le territoire à l'intérieur. C'est vraiment dommage. Allô? Allô? Oui. Je reviens, Basile, si vous avez des questions, vous intervenez. Sinon, si c'est pour juste... Des questions, je posais, vous ne me laissez jamais aller. Vous ne posiez pas de questions, Basile. Vous faisiez des commentaires. Ah, d'accord. Oui. Maintenant, je vous laisse poser vos questions. La question, c'est pour celui qui a passé, mais je la pose à mon frère en même temps. C'est pour dire qu'il ne voit pas que le pays est mal sensibilisé. Celui-là qui vient de dire, c'est vous que lui, c'est-à-dire, c'est vous qui l'épinglez. Il ne voit pas que il y a une instrumentalisation de la population togolaise, ceux qui font du mal à la population
il dit au même moment aux gens que est-ce que vous voyez les opposants ici? Est-ce que lui ne voit pas ça? Bon, quand vous faites ça, il ne pense pas qu'ils doivent faire vivre les Togolais, que non, il ne faut pas faire ça, on va vous tuer. Si on va vous tuer là, par habiter le Togolais, on ne peut rien faire. On a noté, Basile, on a noté le sens de la question sur la sensibilisation des Togolais pour qu'ils puissent comprendre les enjeux. Au vu de l'intervention de notre ami de Kwenja, est-ce que quelque part les Togolais sont mal sensibilisés ou qui ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe dans le pays? Le territoire est fermé aux forces démocratiques. Le territoire est totalement formé aux forces démocratiques. Où est-ce que vous connaissez ça? On connaît ça en Corée du Nord, on connaît ça en Russie. Mais le territoire est totalement fermé aux forces démocratiques, alors que sur un certain nombre de questions, c'est lorsqu'il y a une impression d'appartenance d'ensemble que les questions puissent être réglées et qu'on puisse arriver à se mobiliser. La question de la savane ne peut être réglée, et ce n'est même plus seulement dans la savane, on entend des soubresauts ailleurs, hein, il y a d'autres communiqués, et il y a un élément qui était venu du flanc ouest, ou c'est est, du flanc est de Kouma, la dernière fois, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais contre ces genres de phénomènes, il faut que les Togolais aient l'ouverture, tous, d'avoir accès au territoire national, et qu'il n'y ait pas des situations chrysogènes, qu'il n'y ait pas des frustrations qui font que les autres mettent la main au menton et regardent les autres faire. Parce qu'on est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Est-ce que c'est ce que vous faites depuis au niveau de l'opposition? Regard des faits? Non, on fait des efforts. On fait des efforts parce que depuis 2020 que cela se passe, vous savez que souvent on essaye de faire des meetings, on fait des demandes pour faire des réunions, mais on sait que la plupart ont été bloqués. Jusqu'à la période des 15 jours avant les élections, là, vous avez vu qu'il a été difficile que des partis d'opposition, que des organisations de la société civile fassent des actions sur le terrain, fassent des réunions sur le terrain. Systématiquement, il était refusé. Donc, nous considérons que, comment voulez-vous qu'on puisse avoir une république qui est ensemble, qui est sensibilisée, surtout quand il y a des grands enjeux qui nous guettent, où il doit y avoir l'unité nationale en face de ces enjeux-là, quand vous prenez le territoire comme votre butin, où certains n'ont pas le droit d'intervenir. Bien, merci. Il y a la question de comment Sana Sadio sur les 92 députés, en fait. Je ne sais pas si on en a le temps de proposer la liste des 92 députés ici, puisqu'il parle de... Il n'y a pas 92, hein, ils sont 108. Non, pas des députés, des détenus. Des détenus, puisque vous en avez parlé, les détenus politiques. Vous avez, je crois que vous avez donné le chiffre de 92. Oui, de 92, ça c'est les détenus politiques. Oui, en fait, sa question, est-ce qu'on peut avoir la liste des 92? Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec la liste? C'est pas des gens qui ont demandé qu'on vienne publier leur liste. Nous avons les listes sur le travail que nous faisons. Parce que vous réclamez la libération des gens, il faut savoir quand même qui ils sont. Depuis même que la crise que nous avions connue en 2017 était là et que on traitait les conséquences de la crise à la CNAP, au CPC, etc. Je crois que les gens ont fait des demandes constantes et cette liste-là, on a essayé de l'actualiser jusqu'à arriver à celle que nous avons. Il y a une deuxième question. Je ne crois pas qu'on va donner cette liste à quelqu'un, sauf si il considère qu'il y a des choses... C'est clair qu'on ne va pas faire quand même une liste, on ne va pas proposer une liste de 92 détenus ici dans cette émission. Il y a la deuxième partie de sa question, il dit, Monsieur Kissi, peut-on à la fois dire que les Togolais ont boycotté les élections et à la fois prétendre qu'on a volé la victoire de l'opposition? Si vos soutiens ont boycotté, alors qu'on a pu, alors qu'il a pu voter jusqu'à ce qu'on donne la victoire. C'est difficile à lire parce que là, je lis sur un téléphone. Je ne sais pas si vous avez compris un peu. J'ai compris. On a donné tout le monde a constaté que sans avoir donné de mot d'ordre, il y a eu un boycott massif. Mais tout le monde aussi, s'il ne le sait pas, a remarqué comment on a brûlé les urnes devant nous. Comment, dans un certain nombre de circonscriptions électorales, et l'exemple est palpable, hein, puisque moi j'ai fait une requête, il y a sur des bulletins de vote, il y a eu ma liste, et dans la même préfecture, dans d'autres bulletins de vote, d'autres villages, mon nom n'était pas sur la liste,
ma liste n'était pas donc sur le bulletin de vote. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Ce qui s'est passé à ces élections-là, c'est indescriptible. Et moi, j'avais déjà dit que c'est difficile qu'on accepte encore des élections dans cette situation et que les Togolais se demandent aujourd'hui, est-ce que les élections sont la solution au problème togolais? Et là, je voulais évoquer que quand les populations commencent par se demander, est-ce que les élections sont la solution à notre problème? Ça veut dire que ça devient vraiment préoccupant. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Pierrot. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? C'est Abdel. Oui, Abdel, comment vous allez? Je me porte bien. Ok, on vous écoute, Abdel. Bonjour, monsieur Jean Kissi. Bonjour, mon cher Abdel. Je suis très heureux de vous écouter cet après-midi. Merci, le plaisir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de prendre exemple sur votre camarade Gomado? Si à chaque fois vous estimez que vous êtes mangé à la sauce voulue et que devant cette situation vous êtes impuissant, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut changer de stratégie au lieu d'être chaque fois dans la contestation sur contestation, qu'à un moment donné, vous prenez le courage sur vous-même de faire en sorte que on sente que la population togolaise pense désormais que la politique togolaise peut se faire autrement à travers leur opposition? Est-ce que vous ne pensez pas tout cela? Parce que, quoi que vous dites, vous êtes impuissant devant tout ce qui se passe. C'est ce que vous nous donnez l'impression. Alors, si vous vous sentez impuissant, si vous ne pouvez pas vous réunir et ensemble décider, aller contribuer à faire évoluer les choses, si vous estimez que même le cadre, la nouvelle constitution avec des articles sont bancals, pourquoi vous ne pouvez pas aller vers les gouvernants pour dire, bon, nous avons tellement contesté, bon, nous venons, peu importe, c'est le Togo, d'abord, nous venons contribuer à ce que, bon, ces articles-là, essayons ensemble d'en discuter. On a compris, Abdel. Merci et bon après-midi à Gonivé. Mais je vais lui citer juste un seul exemple. Je vais lui citer juste un seul exemple. Tous ceux qui ont été de l'opposition et qui ont été dans le gouvernement, ils n'ont pu rien changer. Les Togolais avaient soif de changement. Ils n'ont pu rien changer. Même si nous sommes à l'extérieur et que nous contestons, nous voulons la démocratie, nous voulons la liberté, le fait d'aller tous s'engorger dans le gouvernement n'est pas la solution. Vous savez, j'avais un ami qui était très compétent et qui, entre-temps, avait accepté de rentrer dans le gouvernement. Je peux dire son nom, c'est Kakonou Boukbo. Au moment où il rentrait dans le gouvernement, on s'est vu et je connais ses compétences parce qu'on a fait l'école ensemble. Je savais comment il était brillant. Mais je lui ai dit, le régime togolais n'est pas un régime qui peut construire, n'est pas un régime démocratique. Et que ce régime-là soit va l'avaler ou le régime va le vomir. C'est-à-dire que il va y avoir un moment, il va être vomi du système, il va sortir du système. Et il est resté au gouvernement pendant quelques années, ça n'a pas raté. Il n'a pas pu rester, il en est sorti. Alors quand moi je vois ces exemples-là, et demain je vais dire non, il suffit juste de devenir ministre parce qu'on veut devenir ministre. Ce n'est pas en devenant ministre que on peut nécessairement, dans un régime comme ça, qu'on peut nécessairement changer les choses. Moi j'ai l'habitude de dire que il m'est plus loisible de n'être qu'un simple planton ou un simple chef de cabinet d'un ministre dans un gouvernement démocratique que d'être ministre dans le gouvernement RPT. Parce que nous avons besoin de changement. Ces gens n'arrivent pas à gouverner le pays. Et moi j'ai toujours dit que là où on est arrivé avec ce régime, c'est comme si on anglais assis. Donc ça veut dire que il ne peut plus faire quelque chose. Ce n'est pas nous en qui les gens croient qui allons rentrer dans des gouvernements, qui allons vouloir changer. Qui croit-vous? Mais parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, est-ce que ce n'est pas mieux? Donc lui, par exemple, il considère que la personnalité que nous avons, que si nous allons là-bas, on peut apporter notre contribution.
Voilà, je parle de cet exemple précis. Donc ce n'est pas en allant rentrer là-bas qu'on peut changer quelque chose. Allô? Je ne crois pas sincèrement qu'en devenant ministre, je peux changer quelque chose là-bas. On a compris. Allô? Je considère que le système va bonjour. après quelques temps. Bonjour, monsieur Pierre, c'est Frédéric qui revient. Et en temps, j'avais demandé à mon grand frère si Gomado est rentré dans le gouvernement, c'est pas qu'il a travaillé pour sa communauté. C'est la manière qu'il a travaillé, c'est ça qu'il a fait qu'on l'a repêché de rentrer dans le gouvernement. 2. Mon grand frère, monsieur Kissi, j'espère très bien que il y en a civilé, il y avait 20 000. Et je vois que vous êtes vraiment déterminé sur certaines choses. Si ça a pu m'arriver, vaut mieux de rapprocher à nos frères qui sont au gouvernement, de soutirer des petites choses et d'établir. Ok. On a compris votre point de vue, rejoint un peu ce que disait tantôt Abdel en parlant de l'exemple Gomado. Et vous avez réagi, on a compris aussi. Nous allons avoir, peut-être derrière Frédéric, un autre auditeur. Si on n'en a pas pour l'instant, nous allons continuer avec les questions qui sont restées, notamment pour ce qui concerne le gouvernement. Il y avait une question. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Kofi. Oui, Kofi, vous êtes à l'antenne. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Noukafou. Kofi, depuis Noukafou, on vous écoute. Oui. La question va aller à l'invité et à vous aussi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des attaques au nord du Togo, vous? Vous avez des informations sur ça? Voilà ma première question. Et l'autre, c'est pas une question, mais bon, je voudrais quand même dire que le bon sens nous interdit d'aller là où nous critiquons des choses. Je ne peux pas critiquer un truc, dire que c'est pas bien fait, et j'irai m'associer à cela. C'est pas bien. Ceux qui appellent et disent cela, ils nous enseignent quoi? Quelque part, peut-être qu'ils sont plus vieux que nous, hein. Ouais, surtout. Je sais pas, le bon sens de la chose même. Merci. Oui, en fait, Kofi. Oui, sur la première question, c'est que vous doutez de ce qui se passe. Je ne doute pas. Est-ce que vous avez des informations qu'il y a eu ou qu'il y ait des attaques au nord du Togo? Non, mais en fait... Je n'en ai jamais eu, hein. Oui, mais je n'en ai jamais entendu parler. Officiellement, jamais. À part sur les réseaux sociaux, oui. Ok, vous voulez parler de ça, du silence du gouvernement? Moi, je ne sais pas. Ok, on a compris. Et puis la deuxième partie de la question, quand vous parlez du bon sens, vous faites allusion à quelle situation? À ceux qui appellent et demandent à l'invité pourquoi ils n'adhèrent pas au gouvernement. Ok, merci. L'invité a compris. Oui, non, il a raison sur sa première question. C'est-à-dire que sur la question du terrorisme et des attaques au nord, etc., c'est une question de sursaut national. Et par rapport à ça, il y a nécessité de communication. C'est-à-dire que on doit savoir comment les choses se passent. Et ce n'est pas tout qu'on peut livrer, mais à chaque fois, le gouvernement doit savoir officiellement, par une voie officielle, ce qu'il peut dire pour que nous soyons tous sensibilisés et que nous soyons tous debout. Parce que nous voyageons tous dans le Nord. Nous y allons, nous revenons, nous parlons avec des gens. Mais quand la situation est gérée avec de l'opacité, vous ne pouvez pas avoir l'engagement des gens. Parce que quand vous allez au Nord, par exemple, vous vivez un certain nombre de jours, vous allez même juste pour passer quelques jours au Nord, lorsque vous voyez aussi des choses qui sont suspectes, vous devez le dire. Mais vous devez savoir la situation qui se passe pour que nous tous nous soyons à un même niveau qui permette à ce que dans un sursaut national, nous tous nous contribuions à démanteler, que nous tous nous contribuions à détecter et à faire en sorte, à faire échec à tout ce que ces gens-là préparent dans le Nord contre nous. Et là, sur la façon dont le gouvernement communique, il a raison.
C'est une question qui nous touche tous. Ce n'est pas une question de politique intérieure nationale. Alors, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement... Est-ce que quelque part, est-ce que l'idée, c'est pas d'éviter de créer une psychose générale dans le pays? Oui, mais si nous... Est-ce qu'ils peuvent lutter eux seuls contre ça? Est-ce que vous considérez que sans la population, le pouvoir politique seul peut lutter et exterminer toute cette vague de terroristes que nous avons? S'ils ne peuvent pas seuls, et que la population doit être la grande contributrice dans cette lutte-là, ça veut dire qu'il doit y avoir une communication à l'endroit de la population. Ça, c'est nécessaire. Je crois qu'il faut que chacun se rende à l'évidence. Il a fait un petit commentaire sur, en parlant de bon sens. J'espère que vous avez très bien compris. Nous allons évoluer avec la préoccupation de nous, pas comme il nous regarde du côté du Canada. Mais sa question porte sur le CAR. Normalement, vous avez, oui, rebondi, il a dit la situation au CAR et quels sont les... Je vais défiler pour lire exactement ce qu'il a envoyé comme question. Préciser d'abord que la situation là aujourd'hui au CAR, votre rapport avec le CAR d'abord. Oui, je l'avais dit, hein, que nous avions fait un congrès qui était un congrès unitaire. Et ce congrès unitaire avait mis en place un bureau national de la transition dont je suis demeuré le secrétaire national. Et c'est à ce titre même, au titre de ce bureau national de la transition, que je participe à Touche pas à ma constitution, qui regroupe un bon nombre d'organisations de la société civile et politique au Togo, la DMP, le Parti des Togolais, la LTDH, qui pilote même notre projet sur la libération des prisonniers, donc etc. Et en même temps, nous essayons de faire en sorte que, ensemble avec les gens des autres colonnes des forces vives, pour qu'on puisse avoir un bloc qui mène le combat à bout. Donc voilà un peu. C'est pour ça que je dis, ma personne porte peu, mais c'est le combat que nous sommes en train de mener qui est le plus important. Donc ça je l'ai dit. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce que derrière celui-là qui essaie d'entrer en ligne, est-ce qu'on peut... Oui, si on l'a pas, on va répondre à cette question sur la déclaration de la politique générale dans une situation de transition. Certains disent qu'ils ne comprennent pas. Moi-même, je ne comprends pas bien parce que je ne comprends pas pourquoi... ils sont dans ce méli-mélo, dans cet imbroglio qu'aucun Togolais ne comprend pas. Quand j'étais allé à la diaspora, j'étais dans la diaspora lorsque le gouvernement est sorti. Je crois que je quittais le Qatar pour aller en Allemagne quand le gouvernement est sorti. Quand je suis allé, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont dit, mais ils disent qu'ils veulent avoir un président du Conseil. Pourquoi ils nomment encore un Premier ministre? Et puis ils se demandent, on dit que c'est la transition. Ils disent, mais s'ils ne sont pas prêts, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont voté le texte et ils constatent qu'ils ne sont pas prêts pour mettre en place les institutions et ils sont obligés de faire du micmac pendant un certain temps pour mettre en place les institutions? Alors ils m'ont posé la question, moi, de savoir, mais qu'est-ce qui les presse lorsqu'ils ne sont pas prêts? Et ils ont raison parce que quand vous prenez la constitution togolaise de 1992, vous voyez la page 79, vous voyez les dispositions transitoires. Les dispositions transitoires sont juste sur cette petite page de trucs là et comportent 1, 2, 3, 4 articles, tout simplement, les dispositions transitoires. Vous prenez, ça c'est la version tripatouée. Vous prenez la version originale aussi, les dispositions transitoires, c'est ça. Mais vous prenez la nouvelle version qu'ils ont, les dispositions transitoires, vous avez l'impression que c'est même encore une autre constitution à part. Donc, ça veut dire que et ressemble à ce qu'on appelle les situations exceptionnelles, qui suivent souvent les coups d'État. Vous savez, quand les gens ont fait des coups d'État, là, 79, 74, etc., il y a une période qu'ils gèrent sans constitution, qu'ils appellent période exceptionnelle. On a l'impression que tout ce aéropage de cet article qui sont contenus dans la transition, c'est comme une période exceptionnelle. Et plusieurs nous demandent, mais pourquoi? S'ils ne sont pas prêts à mettre en place les institutions, pourquoi ils le font? Alors tu te rends compte que c'est parce que peut-être ils prévoient des élections et qu'ils considèrent qu'ayant une assemblée totalement unie, peut-être après les élections, ils ne vont pas avoir une assemblée dont ils vont avoir les 4/5e pour opérer ce qu'ils ont envie de faire. C'est pour ça qu'ils ont précipité pour aller faire tout ça dans l'illégitimité totale avec des députés qui sont en fin de mandat. Mais les gens nous posent la question, qu'est-ce que vous voulez que moi je réponde? Même en leur sein, il y a eu des contradictions. Donc jusque-là, vous avez encore
un certain nombre de zones d'ombre. Mais tout à fait. Tout à fait. Vous savez, lorsqu'on est sorti de ces élections-là, le ministre Bawara avait dit que ils allaient mettre le PCM en place, le président du Conseil des ministres en place, et que naturellement le président Faure est le président de UNIR, et que vous avez suivi ces émissions-là. Mais en même temps, il y a un autre, M. Nachaba, qui avait dit non, on allait nommer un premier ministre qui allait faire une transition, etc. Les Togolais, jusqu'à présent, ne comprennent pas et ne sont même pas d'accord avec cette situation-là, où vous avez un texte, vous avez dit avoir voté un texte, et vous êtes dans des méli-mélos constants pour arriver à ça. Les Togolais n'acceptent pas et ne comprennent pas. Voilà un peu... C'est-à-dire que quand la République est considérée comme une affaire personnelle, où on peut se décider, on manie comme on veut, c'est comme s'il n'y a rien en face, où on a la force, et par la force de la force, on peut tout faire. On peut demain quitter, aller dire qu'on va mettre un PCM, on peut demain aller quitter, on met un Premier ministre. En fait, on met ce qu'on veut, quoi. On fait ce qu'on veut avec les lois de l'État. Il nous reste 5 minutes et vous savez très bien que depuis que ce gouvernement a été mis en place, toute cette semaine, les ministres ont parcouru les médias pour expliquer un peu le contenu de la déclaration de la politique générale. Je ne sais pas si vous avez pu les écouter. Qu'est-ce que vous retenez? J'ai pu les écouter un peu et j'ai pu comprendre que eux-mêmes ils ne savent pas où ils vont. J'ai pu comprendre que eux-mêmes ils ne savent pas. Ils savent vraiment pas où ils vont. Non, on est dans une situation totalement malheureuse où vous avez l'impression que les gens n'ont pas la main pour construire ce pays. Ils n'ont pas la main pour... il n'y a aucun espoir qu'ils puissent changer quelque chose dans ce pays. Ce sera comme les précédentes dizaines d'années que nous avons connues et qu'il faut lutter pour parvenir au changement. Il faut lutter pour obtenir la liberté, pour obtenir le changement. Nous n'avons pas d'autre solution. Vous voyez, aujourd'hui, on a créé tout un aéropage de personnalités coûteuses, budgétivores, mais ça me gêne, bicéphales. Vous revenez là-dessus. Ça me gêne. Ça me gêne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire ça avec l'argent des contribuables togolais parce qu'on sent qu'ils n'ont aucune force. Et puis on le fait dans le même temps. On asphyxie les entrepreneurs. On encourage les jeunes à créer d'emplois. Mais quand ils créent leurs entreprises, l'OTR essaie de les asphyxier. Mais il y a des jeunes, parce que nous sommes à la mairie, etc., il y a des jeunes qui viennent nous voir et qui nous racontent leurs difficultés. Mais vous ne pouvez pas imaginer, quand un jeune a fait l'effort de créer son entreprise et que, permettez-moi une minute que je puisse décrire ça, et que pendant toute l'année, il a pu essayer de glaner de petites choses parce qu'il est dans l'informatique pour faire des affaires de 6 600 000 francs. Et que lui-même, pour aller faire des achats, pour aller réaliser ça, il a fait des achats de 5 300 000. Ça veut dire que le bénéfice qu'il a, la marge, ça tourne autour de 1 300 000 sur l'année. Et c'est sur ces 1 300 000 que lui-même essaye de prendre 30 000 francs chaque fin du mois pour pouvoir subvenir, parce qu'il est dans une entreprise. Il doit payer 25 000 francs, le bureau qu'il a loué, pour mettre son entreprise, parce que vous devez avoir un bureau. Calculer tout ça, il ne lui reste rien. À la fin de l'année, on lui dit qu'il doit présenter un bilan. Et dans ce bilan-là, il y a des charges. La taxe sur le loyer, la taxe sur des choses. Tout ça vient sur sa table. Il ne sait pas parce que tout l'argent qu'il a gagné, voilà, c'est parti dans les locations, etc. Mais au-delà de ça maintenant, on lui dit qu'il doit présenter un bilan pour pouvoir continuer de faire ses activités. Et pour présenter le bilan, il doit faire le bilan par un fiscaliste agréé. Et le fiscaliste agréé n'est pas à moins de 150 000 francs. Mais comment il peut survivre? Comment on met les Togolais? Alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, tu fais ça, tu vas dans une administration des impôts. Quand tu ne fais pas de grandes affaires, on doit pouvoir t'aider dans l'administration des impôts à remplir les formulaires toi-même et à faire les déclarations parce que c'est toi-même qui fais les activités. Maintenant, c'est quand tu as fait des activités, tu as gagné de gros sous et que les conseillers fiscaux doivent te permettre de nager entre le fisc et de pouvoir gagner quelque chose un peu plus que tu as besoin nécessairement d'un conseiller fiscal. Ici, on oblige à ce qu'un conseiller fiscal te signe vous voyez, et quand tout ça se fait,
Alors qu'on veut que des jeunes créent dans l'entreprise. Le CFA aujourd'hui, en 4 heures, tu peux créer une entreprise. Mais c'est un piège. On essaie de t'encourager à créer, et puis en l'espace de 2 ans, tu es asphyxié et tu fermes les portes. Ça fait pitié pour nos jeunes qui viennent nous voir. Comment voulez-vous que nous acceptions dans cette situation un État où il y a une structure de près d'une 50 personnalités qui ont rang de ministre et qui ont des véhicules de fonction, qui font quoi même pour le pays? Vous gardez la parole pour conclure cette émission parce que il nous reste quelques secondes. J'ai plus d'autres questions à poser. Oui, je voulais cette fois-ci seulement interpeller l'opposition. Je voulais interpeller l'opposition parce que pour ces quelques jours que j'ai fait à l'extérieur, j'ai été criblé de questions. J'ai été criblé de questions comme si c'était nous. En fait, les gens nous prennent à la gorge comme si c'était nous, mais c'est parce que les gens ont des préoccupations. Et que la grande préoccupation, c'est parce que les gens ont l'impression que nous sommes divisés. Que nous faisons trop de one-man show. Chacun veut sa maison là. C'est ça qu'il veut. Comme si ça apporte quelque chose. Et les gens nous demandent de nous mettre en un seul bloc unitaire pour pouvoir faire face à la lutte. Et je dis, notre talon d'Achille, c'est ça. C'est cette division que nous avons toujours et que nous n'arrivons pas à nous mettre dans un bloc. Nous ne pouvons réussir à faire aboutir cette lutte que quand nous sommes dans un bloc. Parce que même pour pouvoir discuter demain avec le pouvoir, il faut être un bloc pour arriver à une conclusion qu'on demande à chacun de respecter. Bien, merci pour ce dernier appel que vous lancez à l'unité au niveau de l'opposition. Cette émission, elle s'achève. Merci d'être venu. Jean Kissi, vous êtes conseiller à Golf 5. On n'a pas eu le temps de parler de la situation. On a plein de problèmes là-bas. Vous reviendrez ici prochainement. Alors que vous êtes concerné. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. À dimanche. Au revoir.